Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. Aujourd'hui, je vais parler d'un aspect qui, pour les scientifiques, est l'aspect le plus mou, si vous voulez, de SIDA, c'est les droits de l'homme, et pour les personnes concernées, c'est souvent ce qui est le plus dur. Et donc ça, c'est l'interaction entre droits de l'homme, droits des personnes, et le SIDA. Et je vais parler un peu de comment le sida est une épidémie qui est nourrie par des injustices, parler de l'impact des droits de l'homme sur le sida et puis aussi inversement l'impact du sida sur les droits de l'homme, aussi bien dans un sens négatif que positif en fait. Et c'est ça aussi un peu la spécificité ou l'exceptionnalité du sida, c'est que le sida n'a pas seulement révélé des injustices, mais a aussi aidé à surmonter des injustices. Et quand on prend la carte du monde, on peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi cette distribution très inégale du VIH? Même si c'est des données de 2005, ça reste grosso modo en fait le même schéma. Et ce qui est frappant, bien sûr, c'est que c'est le continent le plus pauvre qui est le plus touché, ça c'est une chose. Mais d'un autre côté, c'est la partie la plus riche du continent, en tout cas de l'Afrique subsaharienne, qui est le plus touché. Donc ce n'est pas les pays les plus pauvres ou les pays en conflit comme le Congo par exemple, ou le Niger, qui un pays des plus pauvres, sont le plus touchés par le VIH. Est-ce qu'il s'agit de questions d'inégalité? On le verra plus tard. Et dès le début de l'épidémie du sida, les droits de l'homme ont été en fait un sujet très important de discussion, de débat, de combat de tout genre. Et on peut quelques réflexions. D'un côté, il est maintenant très bien établi que presque tous les problèmes de santé, toutes les maladies, qu'il y a des facteurs sociaux qui sont qu'on appelle des déterminants sociaux. On sait qu'en Europe, en France, les pauvres vivent moins longtemps que les riches, que certaines maladies sont beaucoup plus fréquentes chez ceux qui sont marginalisés dans la population, etc. Donc ça, c'est bien établi. Le sida, par contre, est en même temps, suit le même schéma, mais aussi suit une autre route. Et ça, c'est parce que le sida, comme il s'agit en premier lieu d'une transmission sexuelle, comme diffusion du VIH, touche des populations qui, dans beaucoup de sociétés, sont considérées comme marginalisées, qu'il s'agit de minorités sexuelles, d'usagers de drogue, prostituées, même les jeunes, dans beaucoup de sociétés, ne sont pas très appréciés. Il y a des problèmes de stigmatisation, de discrimination dont je parlerai, qui sont propres au sida, mais qui ont des racines beaucoup plus profondes. Il y a des problèmes au niveau mondial surtout, mais aussi au sein d'un même pays, des problèmes d'inégalité en accès au traitement et en accès à la prévention. Et puis il y a des inégalités entre pays que vous pouvez vous imaginer quand on prend la carte du sida. Tout d'abord, au début, le sida a été révélé comme un problème des hommes homosexuels, des usagers de drogue, et en fait, quand on prend différentes régions, vous voyez ici en
en Europe de l'Est, à peu près 80% des personnes vivant avec le VIH nouvellement infectées il y a quelques années se trouvaient parmi les hommes homosexuels les usagers de drogue, IDU, c'est Injecting Drug User, Men of Sex with Men. De même en Amérique latine, mais là, c'est les hommes homosexuels qui prennent la majeure partie, et en Asie aussi. Donc, ce n'est pas une épidémie qui est distribuée de façon normale dans le sens statistique du terme dans une population. Et c'est en fait le fondateur du programme mondial de SIDA à l'OMS, Jonathan Mann, qui a été le premier à attirer l'attention sur l'importance des droits de l'homme dans la lutte contre le sida et aussi l'importance des violations des droits de l'homme comme moteur, si vous voulez, de cette épidémie. Pour lui, c'était ça le fond du problème. Entre-temps, on sait que c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est vraiment le mérite de Jonathan Mann d'avoir basé une approche de la lutte contre le sida basée sur les droits de l'homme. Et entre-temps, beaucoup de travaux ont été faits, des réflexions aussi bien sociologiques que politiques sur cette question. Et on fait la différence entre la stigmatisation, qui est une question d'attitude, ce qui se passe dans la tête, en fait, et la discrimination, qui sont des violations de droits de l'homme pratiques. On perd son travail, on est discriminé, par exemple, pour rentrer dans certains pays, etc. Violations, donc, des droits de l'homme, et qui sont un cycle qui se nourrit et qui nourrit aussi cette épidémie du sida. Comme je l'ai dit, la stigmatisation est très différente de la discrimination. La stigmatisation, c'est le rejet des autres, c'est une attitude, une perception, parce que quelqu'un est différent pour certaines raisons. Et je me suis souvent posé la question, mais sur quoi est basée la stigmatisation liée au sida? Au début, je pouvais comprendre, parce qu'il y avait la peur. On ne connaissait pas bien les modes de transmission. Est-ce que si mon enfant est à l'école et est assis à côté de quelqu'un, un enfant de quelqu'un qui a le sida, peut-être qu'il peut être infecté. Mais entre-temps, il y a tant d'informations, on sait exactement comment le VIH est transmis, que ce n'est pas cette peur qui est vraiment le fond de la stigmatisation. Si ce n'est que la peur peut-être de soi-même, de sa propre sexualité. Et beaucoup d'aspects, je pense, de la stigmatisation, et basé sur plusieurs études maintenant, montrent que la stigmatisation liée au sida, en fait, n'a pas grand-chose à faire avec le sida, mais il y a tout à faire avec les personnes qui sont touchées par le VIH, les attitudes vis-à-vis de l'homosexualité dans nos pays, c'est une grande source de stigmatisation. L'attitude vis-à-vis des femmes, de la part des hommes, ou quand on voit la littérature, ce que disent les gens, souvent les femmes sont présentées maintenant comme les réservoirs du VIH et donc les coupables de la propagation du VIH, la source du mal, si vous voulez. Problème, la drogue, si il y a quelque chose qui soit pire que le sexe, c'est la drogue. Et la drogue, bien sûr, est un problème tragique dans la société, mais c'est tout ça ensemble qui fait qu'il y a une stigmatisation. Même le racisme tout court, il y a dans beaucoup de pays, c'est les étrangers, les immigrés, ceux qui sont différents. Pendant un certain temps, tout à fait au début des années 80, on parlait aussi des 4 H, les héroïnomanes, les homosexuels, les hémophiliaques et les haïtiens. Et il y avait une forte discrimination des haïtiens à cause du sida,
mais qui était aussi mélangé au racisme, etc. Donc c'est très complexe. Je ne suis pas compétent pour en dire beaucoup plus. Ce n'est pas ma spécialité, si vous voulez, scientifique. Mais c'est un sujet qui devrait nous faire réfléchir sur notre propre société, mais aussi sur comment on se sent. Et l'homophobie est en fait un sentiment très répandu dans beaucoup de sociétés et, à mon avis, doit être basé sur le dialogue très difficile qu'on peut avoir avec soi-même, les contradictions internes vis-à-vis de sa propre sexualité. Stigmatisation et maladie n'est pas nouveau du tout. Moi, je me souviens quand j'étais petit, ma mère me disait de ne pas jouer avec une fille dans le quartier de mon village. Et quand je lui demandais pourquoi, c'était parce que son père avait eu la tuberculose. Et la tuberculose, en Europe, partout, était une maladie honteuse. Maintenant, ça a presque disparu. Et bien sûr, il y avait la peur de la contagion, et qui était bien réelle pour la tuberculose, beaucoup plus que pour le sida. Mais c'était aussi une stigmatisation d'ordre social, c'était surtout les pauvres. Donc, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Et puis, on l'a connu pour la peste, encore une fois, encore plus basée sur la peur, pas seulement de l'inconnu, mais de la possibilité réelle d'être infecté. Mais il y a d'autres, même certaines formes de cancer, il y a la stigmatisation, etc. Et beaucoup de programmes contre la stigmatisation s'attaquent aux apparences, mais ça ne va pas changer beaucoup. Moi, une de mes déceptions, en fait, c'est que j'étais persuadé avec beaucoup d'autres personnes, et surtout les cliniciens, qu'avec l'introduction à grande échelle du traitement antirétroviral, que la stigmatisation autour du sida disparaîtrait, que ça deviendrait une maladie, entre guillemets, normale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On n'a aucune évidence. Il y a eu des études, aussi bien en Europe qu'ailleurs, et cette stigmatisation continue. Même la discrimination peut continuer. Donc il y a beaucoup de travail à faire, mais qui est très très fondamental, je pense, aussi bien dans notre tête que dans la société. Quand on parle des injustices qui sont en fait parmi les moteurs du sida, il y a certainement l'homophobie, c'est tout ce que j'ai mentionné, le sexisme vis-à-vis de la femme, inégalité économique, injustice internationale et la répression politique et juridique. Je donnerai des exemples de chaque catégorie. Discrimination, il y en a eu énormément. Et on peut se poser la question qu'est-ce qui est la cause et quel est l'effet. Mais discrimination, il y en a. Il y a énormément de procès même, et des gens qui ont perdu leur travail, des gens qui n'ont pas eu accès à l'assurance maladie, des femmes qui ont été divorcées à cause du sida. Et c'est quelque chose qui est en train de revenir tout le temps. Ici, vous voyez deux démonstrations, une aux droits des homosexuels en Ouganda et une en Inde. En Inde, où la section 377, je l'ai dit, du Code pénal a été abolie l'année passée, ou a été déclarée illégale, contraire à la Constitution l'année passée. Et pourtant, même dans des continents où on disait que l'homosexualité n'est pas
C'est un tabou, certainement, ça c'est sûr, mais ne joue pas un rôle dans le sida, dans l'épidémie du sida. On sait maintenant que ce n'est pas le cas. J'ai déjà montré cette diapositive lors d'une leçon antérieure, précédente, et vous voyez ici que le taux d'infection pour le VIH parmi les hommes homosexuels dans plusieurs pays en Afrique, partout en Afrique subsaharienne, est quand même énorme, est plus grande en général que dans la population générale, sauf dans des pays comme l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, où c'est en dessous de la moyenne, ce qui n'est pas très clair pourquoi. Mais il est vraisemblable que cette homophobie et l'illégalité de l'homosexualité dans beaucoup de sociétés rend beaucoup plus difficile l'information pour les populations homosexuelles, la protection, les tabous, donc rendent cette population beaucoup plus vulnérable. Quand on parle de l'Afrique, c'est beaucoup plus frappant encore pour les femmes. Encore une fois, les statistiques dont j'ai parlé il y a quelques semaines, vous voyez ici que les femmes, ici c'est les femmes jeunes, entre 15 et 24 ans, mais c'est vrai aussi pour les femmes un peu plus âgées, sont beaucoup plus infectées que les hommes en Afrique subsaharienne. Et il y a deux raisons pour ça, enfin deux catégories de raisons. D'un côté, il y a un facteur biologique, le risque de transmission par contact sexuel de l'homme à la femme est plus élevé que dans le sens inverse pour des raisons physiologiques. Mais ça n'intervient que pour une petite partie de cette différence énorme. C'est en fait une vulnérabilité des femmes qui sont infectées par des hommes plus âgés. Il s'agit en fait du pouvoir dans les relations sexuelles. Je parlerai plus tard de la violence sexuelle qui intervient dans pas mal de cas. Donc ça, c'est une des grandes injustices, pas seulement vis-à-vis du sida, bien sûr. Et ces injustices, pour les femmes, sont même mesurables dans la mort et la maladie. Ici, vous voyez les dépenses pour les hommes et pour les femmes, des dépenses médicales pour quelqu'un qui a le sida, un homme qui a le sida et une femme qui a le sida. En d'autres termes, vous voyez qu'on dépense 2 fois plus pour un homme qui est atteint de sida que pour une femme. Pourtant, c'est la même maladie. Biologiquement, il n'y a pas de différence. Donc, les gens vont dépenser plus, parce qu'ici, c'est des dépenses pour la famille, vont dépenser plus pour les médicaments, pour les médecins, quand il s'agit d'un homme, ça c'est en Tanzanie, dans cette société, qu'il s'agit d'une femme. Et même quand on est mort, il y a une différence. Les funérailles d'une femme, d'un homme qui est mort du sida vont coûter plus que pour une femme qui est décédée du sida. Je ne connais pas les détails et ce n'est pas très clair, mais le cas est très clair qu'il y a ces différences vis-à-vis du sida. En Afrique surtout, en Afrique du Sud, surtout, on a bien documenté le rôle de la violence sexuelle dans la diffusion du VIH. C'est probablement un aspect qui est assez spécifique pour l'Afrique australe, beaucoup plus que pour le reste de l'Afrique. Comme je l'ai dit quand j'ai parlé de l'héritage de l'apartheid et du VIH, il y a une plus grande violence structurelle dans la société, une incapacité souvent de résoudre des problèmes, pas majeurs, mais
sans violence, des sociétés qui ont été brisées par des années d'oppression, pas seulement économique et légale, mais aussi mentale, psychologique. Et donc il y a vraiment une incidence énorme de la violence sexuelle, de viol. Et on estime qu'à peu près un tiers des premiers rapports sexuels pour une femme en Afrique du Sud c'est le viol, c'est la coercion sexuelle, ce qui est énorme, énorme. Et on n'a pas les données pour chaque pays, pour chaque société, mais là on l'a, c'est quand même parmi les plus élevés au monde. Il y a quelques pays dans les Caraïbes et aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée où c'est assez élevé. Et donc là, il y a toute une association entre viol et VIH. Donc une double discrimination, si on veut, des femmes. Discrimination et les injustices sociales, les inégalités, jouent un rôle pas seulement directement dans la diffusion du VIH, mais bien documenté, ça mène beaucoup plus à prostitution et à surtout quand on est atteint du VIH, c'est là qu'il y a des conséquences sont plus grandes pour les pauvres. Mais ce n'est pas si simple, comme je l'ai mentionné la semaine passée. Le sida est associé aussi bien avec la richesse qu'avec la pauvreté. Et ici, vous voyez que pour plusieurs pays en Afrique subsaharienne, que c'est en fait les plus riches qui ont le taux d'infection le plus élevé. Mais on sait qu'après quelque temps, c'est ceux qui ont le plus d'éducation, le plus d'argent, répondent le mieux au programme de prévention. Donc il y a une interaction très complexe et encore une fois, comme je l'ai montré dans quelques études, c'est l'inégalité au sein d'une société qui est le grand facteur de risque du VIH. Les sociétés beaucoup plus stables, beaucoup plus cohérentes, ont une force je dirais, de manager le VIH. Ici, ça vient de AID, Fédération, ici en France. Et ce n'est plus complètement à jour parce que depuis quelques mois, des gens vivant avec le VIH peuvent rentrer aux États-Unis. Mais jusqu'à l'année passée, les États-Unis faisaient partie de toute une liste de pays où quelqu'un qui est séropositif ne pouvait pas rentrer. Et même pour une réunion à New York ou pour faire du shopping ou je ne sais pas, enfin, pour visiter quelqu'un. Et il y a des pays qui en général sont très progressistes, je dirais, sur la question des droits de l'homme, comme l'Australie et le Canada, qui ont aussi des restrictions d'entrée, pas pour une visite de courte durée, mais pour y vivre. Je ne parle même pas pour y immigrer, mais pour vivre, pour être résident pendant plus de temps. Donc ça, c'est un tableau qui n'est pas très brillant et qui montre encore une fois que le sida n'est pas une maladie comme une autre. On n'interdit pas l'entrée dans un pays pour une visite quand on a le diabète ou un cancer ou la tuberculose, par contre, dans beaucoup de pays, pour l'immigration, est un facteur qui interdit l'immigration, mais on peut être traité et puis après, ça peut s'arranger. Donc, il y a des raisons économiques, mais surtout, c'est des raisons qui sont plutôt politiques. Par exemple, quand on va à l'histoire aux États-Unis, c'était sous la présidence de Ronald Reagan qu'il y avait une directive de l'administration
on peut encore dire, bon, à l'époque, ce n'était pas très clair quelle était la menace pour la population, mais on oubliait quand même que chaque État des États-Unis avait déjà beaucoup de gens infectés par le VIH. Et c'est alors le président Clinton qui a signé une loi qui interdisait le séjour à toute personne vivant avec le VIH. On pouvait demander une exception, mais alors on recevait un grand tampon dans son passeport. Et quand on parle de stigmatisation, c'était ça. Le nouveau Congrès américain, nouveau en 2008, a aboli cette loi, mais il fallait toute une année pour que le président Obama abolisse la loi. Donc il y a du progrès, mais c'est encore, il y a beaucoup de progrès à faire, malgré des résolutions de tout genre dans le Conseil des droits de l'homme, etc. Ces inégalités économiques jouent un rôle certainement aussi dans, par exemple, l'accès au traitement. Et quand on voit les besoins à l'échelle mondiale, les besoins financiers, c'est l'Afrique subsaharienne qui a besoin de 50% des ressources mondiales nécessaires pour la lutte contre le sida. Et on sait très bien que l'Afrique saharienne intervient dans peut-être 12% à peu près de la richesse mondiale. Donc ça, c'est un handicap majeur. Et puis, dernièrement, il y a le côté politique pur. Des sociétés où l'on ne peut pas s'exprimer démocratiquement, ça pose un problème. Il y a eu beaucoup de démonstrations et je crois que ça a vraiment aidé, comme je l'ai montré il y a quelques semaines, à cette riposte originale contre le sida, mais encore des pays comme la Chine, par exemple, où les personnes vivant avec le VIH, quand elles se réunissent, quand elles essayent de faire de lutter pour leurs droits, sont arrêtées. Donc ce n'est pas seulement une discrimination, mais c'est vraiment une répression contre la liberté de l'expression, liberté d'opinion. Bien sûr, ce n'est pas spécifique pour le sida, et donc encore une fois, il faut faire la relation entre la société en général et le sida. Comme diraient les militaires, il y a des bénéfices collatéraux du sida, absolument. J'ai mentionné par exemple le fait que le Fonds mondial n'est pas seulement le Fonds mondial de lutte contre le sida, mais aussi pour le paludisme, contre le paludisme et contre la tuberculose. Donc ça, c'est vraiment, c'est l'argent du sida, si vous voulez. Le fonds existe à cause du sida ou grâce au sida. Mais maintenant, les programmes contre la tuberculose et le paludisme en profitent et c'est une bonne chose. Mais ici, je parlerai plutôt des bénéfices en termes de droits de l'homme, comment donc a pu surmonter certaines discriminations. Et je crois que l'exemple le plus spectaculaire, c'est les droits des homosexuels dans beaucoup de pays, paradoxalement. L'ATPIC, ça c'est les règles sur les brevets. On a brisé le tabou sur un financement international du traitement de n'importe quelle maladie, les implications ou l'implication des personnes infectées, et puis aussi on a fait du progrès sur la réduction des risques pour usagers de drogue. Le sida a eu l'effet paradoxal de toucher en premier lieu le milieu homosexuel, mais d'un autre côté aussi a contribué à la libération, l'émancipation, pour utiliser ces vieux termes, de la population homosexuelle. Ici, c'est au Mexique, et
ça c'était à l'époque, il y a 2 ans, de la conférence internationale sur le sida, et c'est les homosexuels qui sont les plus touchés par le VIH, et il y a eu, grâce ou à cause du sida, des lois antidiscrimination pour des raisons de minorités sexuelles ou d'orientation sexuelle ont été établies au Mexique, un pays très macho. Je crois que l'exemple le plus spectaculaire, c'est l'Inde, comme j'en ai déjà parlé, où l'homosexualité est maintenant décriminalisée. Ça fait quand même 1 milliard de personnes. C'est un exemple, c'est le premier pays, grand pays en Asie où ça soit le cas. C'est un pays avec la plus grande population musulmane au monde, en fait. Ça, c'est l'Inde. On l'oublie parfois. C'est peut-être après l'Indonésie, je crois que c'est à peu près. C'est l'Indonésie et puis l'Inde. Oui. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été essentiel parce que cette décriminalisation, parce que, comme souvent c'est le cas, il y avait 2 politiques qui étaient en conflit. D'un côté, la politique en santé publique qui disait priorité aux interventions dans la population homosexuelle, de l'argent dépensé là-dedans, et d'un autre côté, le code pénal qui disait ça c'est illégal. Et parfois la police intervenait auprès des ONG et même des activités gouvernementales en Inde, parce qu'ils ont été très actifs auprès de ces populations. Donc c'était une approche très schizophrène, même de la part de l'État. Et ça, c'est fini maintenant. Je sais très bien qu'une loi ne change pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais c'est important comme pas. En Chine, l'homosexualité n'est pas illégale. Cette loi a été abolie il y a beaucoup plus longtemps, mais dans la pratique, il y a quand même aussi des persécutions parfois. Le plus grand problème dans mon esprit, là, se trouve au niveau de la société, c'est en Europe de l'Est, où il y a vraiment beaucoup de crimes homophobiques, où il y a pas seulement des lois, mais aussi les dirigeants qui se prononcent de façon très virulente contre l'homosexualité, mais on trouve partout, que ce soit en Amérique centrale ou au Moyen-Orient. Et puis, un retournement de la situation extrêmement important et causé par le sida, c'est dans le cadre des lois de la protection de la propriété intellectuelle. C'est l'ATPIC, je ne connais même pas c'est les droits associés à la propriété intellectuelle et qui sont réglés dans le cadre du commerce international. Ce qui est intéressant aussi, que c'est dans cette sphère que ça se trouve. Et lors de une des conférences multiples sur le commerce international, à Doha en 2002, les États membres de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, se sont mis d'accord pour qu'on puisse faire des exceptions en cas d'urgence en santé publique et en utilisant le sida comme exemple. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un pays peut importer des médicaments génériques d'un pays tiers. En pratique, un pays africain peut importer des génériques venant de l'Inde. C'est ça de ça qu'il s'agit. Avant, c'était contre les règles du commerce international. Et c'était un débat féroce, en fait, avec énormément de lobbying, de résistance des pays européens, du Japon, des États-Unis. Mais en fin de compte, il y a eu un compromis qui a été atteint.
Et je crois que c'est important parce que ça dépasse de très loin la problématique du traitement du sida. Mais il est très intéressant de voir que cet accord a été très rarement utilisé. Le Brésil l'a utilisé ou a menacé de l'utiliser. La Thaïlande l'a utilisé pour quelques médicaments. La Malaisie. Le Mozambique a dit qu'elle l'utiliserait, mais elle ne l'a pas utilisé. Donc c'est quelque chose qui pourrait être utilisé plus à l'avenir, par exemple pour le traitement du cancer, où des médicaments en oncologie peuvent être extrêmement chers. Cet accord est assez complexe et a été critiqué par les associations pour étant trop complexe, mais il prévoit quand même toute une procédure pour aussi rembourser et donner quand même une certaine compensation à ceux qui ont inventé le médicament ou ceux qui ont le brevet, ce que je trouve en fait assez normal. Ça a eu des implications très directes. Donc cet accord a été conclu, je crois que c'était octobre ou novembre 2002, et vous voyez ici les prix, à l'époque, ça c'était en Afrique du Sud, des médicaments génériques et puis des médicaments sous brevet. Enfin, c'était les mêmes médicaments, mais vendus par les laboratoires qui avaient le brevet, et quelques années, enfin moins de 2 ans plus tard, les prix étaient devenus concordants. Donc ça a introduit une compétition, une concurrence. Maintenant, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille abolir la propriété intellectuelle. Je crois que si on le fait, on n'aura plus de nouveaux médicaments. Et les initiatives publiques-privées ou publiques pour développer de nouveaux médicaments n'ont pas été de grands succès, sauf pour pour des maladies complètement négligées. Conséquence est positive cette fois-ci, c'est une autre conséquence positive avec l'accès aux médicaments, c'est que pour une fois, c'est les femmes qui ont profité d'abord et le plus d'une innovation technologique, c'est-à-dire de nouveaux médicaments contre le VIH. Ici, vous voyez, c'est un peu compliqué, mais vous voyez pour une trentaine de pays, la proportion d'hommes et de femmes qui ont qui bénéficient de l'accès au traitement. Et dans quasiment tous les pays, sauf ici c'est le Chili, c'est les femmes qui ont le plus accès au traitement. C'est-à-dire c'est la proportion des femmes qui en ont besoin vis-à-vis de la proportion des hommes qui en ont besoin. Et ça, c'est exceptionnel. Parce que moi, j'avais peur au début que les femmes n'auraient pas cet accès comme les hommes, vu le fait que dans beaucoup de sociétés, les femmes ne peuvent même pas aller seules à des consultations. Et c'est sans doute une des raisons, c'est que beaucoup de dépistage du VIH se fait lors de la consultation prénatale. Et c'est là qu'on a trouvé que les femmes séropositives sont dépistées, et ça explique probablement pourquoi il y a cet accès bénéficiaire. Mais c'est unique dans le monde de la santé publique. Autre développement positif, c'est que ceux qui étaient sans voix ont eu une voix maintenant avec le sida. C'est quand même assez extraordinaire qu'aujourd'hui, il y a des représentants des associations, des communautés, ici en Ouganda, soit à table au niveau national,
discute des priorités techniques, politiques, mais que même au conseil d'administration du Fonds mondial, il y a 3 représentants sur 22 qui sont des représentants des associations, un représentant des personnes vivant avec le VIH et 2 des ONG, ONG du Nord et ONG du Sud. Et là, c'est des membres d'un conseil d'administration qui décident d'argent. Ce n'est pas seulement pour discuter des résolutions aux Nations Unies, mais là, on décide, on va donner 200 millions là-bas, 50 millions là-bas, ou on ne va pas donner. Et donc ça, c'est quand même un développement assez radical dans la gouvernance mondiale. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais cette implication des personnes surtout affectées par le VIH a aussi introduit une nouvelle sorte d'accountability, de rendre compte. Ici, chaque année, les grands laboratoires sont jugés par une coalition d'activistes, de militants VIH. Et l'industrie pharmaceutique prend ça très, très au sérieux, parce que c'est discuté au sein des conseils d'administration, lors de l'Assemblée des actionnaires, et on n'aime pas être dans la mauvaise catégorie quand on reçoit un D+, F, ça c'est le système anglo-saxon ou américain, A, c'est le grade le plus élevé, personne dans ça? Non. Mais c'est Merck et c'est quoi? Thibotech, l'année passée, recevait le grade le plus élevé et Abbott le plus mauvais. Pour des raisons, on peut être d'accord ou pas, mais c'est assez intéressant. Maintenant, tout ça c'est bien, c'est toutes ces analyses, mais qu'est-ce que ça représente en pratique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut éliminer l'inégalité entre les sexes, abolir la pauvreté, toutes les discussions, les discriminations, avant de pouvoir arrêter le sida, stopper le sida? La réponse est non, parce que ça prendrait pas seulement beaucoup trop de temps, mais on a aussi d'autres moyens à notre disposition. Mais il faut quand même associer de façon systématique la lutte contre la discrimination, la lutte pour la promotion des droits de l'homme, comme faisant partie intégrale de toute lutte contre le sida. Il y a aussi plusieurs approches qui sont utilisées, les campagnes de sensibilisation, les grands stars qui s'en occupent, la dernière étant Annie Lennox chez lui, l'action de rue militante, des mesures législatives, les résolutions, mais souvent il n'y a pas de budget. Chaque pays le fait de cette façon-là. En Europe, on peut parler de l'effet de la princesse Diana, qui était la première à prendre quelqu'un avec le VIH dans ses bras, et c'était très médiatisé. Ça a beaucoup plus d'impact que beaucoup de pancartes et de publicité. C'est le messager et le message, bien sûr. Ici en Chine, c'est le président, ils n'ont pas de princesse. Alors, il y a le président Hu Jintao qui, il y a quelques années, en 2005, lors de la journée mondiale du sida, tout d'un coup a apparu à la télévision, a serré la main aux séropositifs, etc. Et depuis lors, l'a fait chaque année. Ça a quand même un impact très, très réel, surtout quand on touche les gens. Et ce n'est pas seulement de donner un discours pour dire que ce n'est pas bon de discriminer les gens, mais il faut serrer les gens ou les prendre dans la main. Ici, notre prix Nobel, Françoise Barré-Sinoussi, et elle faisait partie d'une campagne où on a dit, bon, tout d'abord, on ne sait pas qui est séropositif, on ne peut pas dire, et puis, ça c'était une affiche, mais
plutôt avec aide et la International AIDS Society. Si j'étais séropositif, est-ce que vous auriez toujours confiance dans mon jugement scientifique? Et c'est des personnalités de tout genre pour attirer l'attention que, positif ou pas, ça ne fait aucune différence dans le rôle qu'on puisse jouer dans la société. Mais moi, je faisais partie de cette campagne et ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même reçu pas mal de réactions négatives ou des gens qui demandent « Ah, oui, c'est ça, vous êtes positif. » Donc, ça c'était il y a 2 ans, je pense, en 2008. Donc, après presque 30 ans de sida, je me dis, mais comment est-ce possible qu'on réagisse toujours et que c'est même nécessaire? Il y en a d'autres qui disent, mais enfin, ça c'est pour vous rendre intéressant et pour faire la publicité pour vous-même. Donc, le genre de réaction est quand même, montre que ce genre de campagne est bien nécessaire. Et puis, il y a l'action de la rue, j'en ai parlé assez avant, mais aussi ce qui a un impact dans certains pays, c'est les déclarations internationales, les déclarations de plusieurs plateformes des Nations Unies. Et là, Kofi Annan a quand même joué un rôle très important dans chaque discours qu'il a donné. Il en a donné beaucoup sur le sida. Il mettait l'accent sur les questions de discrimination, stigmatisation, les droits de l'homme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai vu une évolution chez lui. Au début, c'était plutôt timide, et à la fin, comme d'ailleurs son successeur, parlait ouvertement de choses qui étaient liées contre la discrimination des prostituées, contre l'homophobie, etc. Donc c'était intéressant de voir comment il se sentait beaucoup plus à l'aise à la fin. Mais faire ça à une tribune des Nations Unies, ce n'est pas la même chose que de faire dans cette salle d'une institution académique. Et ces résolutions sont alors utilisées au niveau des pays, des États membres pour dire que voilà, vous avez voté, notre représentant des affaires étrangères, pour cette résolution, et ici, chez nous, on n'applique pas. C'est ça l'utilité de ces résolutions. Le lieu de travail est un endroit extrêmement important en termes de discrimination de tout genre. Il y a quelques années, il y avait une enquête en France et qui montrait que la discrimination pour VIH sur le lieu de travail était énorme, encore énorme. Et j'étais très étonné parce que je me disais que la France est un des pays qui a quand même donné le plus d'attention, je pense, avec la Suisse, aux problèmes de discrimination, mais ça reste vraiment très, très fort. Et donc, c'est là qu'il faut convaincre les entreprises de collaborer. Je suis assez inquiet ces derniers temps qu'il y a des menaces sur cette approche basée sur les droits de l'homme. Tout d'abord, comme je l'ai dit, on ne voit pas une diminution mesurable. Il y a maintenant des index, on peut le mesurer de façon plus ou moins quantitative. Ça n'a pas diminué après l'accès au traitement. Même si dans nos pays, certainement, enfin, moi, en Belgique, nous avons le mariage entre des gens du même sexe depuis pas mal d'années maintenant. Là, ça, ce n'est pas un problème de discussion. Ça, c'est, je pense, généralement accepté. Mais quand même, dans un pays où il y a des droits pleins pour des couples homosexuels, pour les homosexuels, il reste cette stigmatisation. C'est très, très intéressant à observer et il faut réfléchir comment approcher. Mais il y a surtout une espèce de revanche du côté des médecins, parfois de l'hubris médicale qui intervient
et qui dit on n'a plus besoin du respect de ces droits de l'homme, on a le traitement maintenant et on y va. On va tester tout le monde et ceux qui sont positifs, on va les traiter et puis c'est tout. Et il ne faut pas perdre notre temps avec ces associations et avec le respect de ces droits. C'est un discours que j'entends de plus en plus par... Moi, je traduis, on le dit rarement comme ça. Mais là, ça m'inquiète. Il faut bien sûr des approches biomédicales, il faut bien sûr le dépistage, il faut le traitement, il n'y a pas de doute. Mais ce n'est pas seulement un médecin omnipotent qui puisse décider ce qui est nécessaire ou ce qui ne l'est pas. C'est là qu'il faut un dialogue. Et on est très, très vite dans des approches de société comme les pays de l'ex-Union soviétique ou de la Chine, où c'est la coercion qui va prendre le devant de la lutte contre le sida. Et puis, il y a plusieurs tentatives dans pas mal de pays pour voter des lois qui criminalisent la transmission du VIH. Bien sûr, si on transmet le VIH à quelqu'un lors d'un rapport sexuel non protégé et avec l'intention de transmettre, ça c'est inacceptable moralement et juridiquement. Mais il s'agit d'une problématique extrêmement complexe. Quand il s'agit de rapports sexuels entre deux personnes qui donnent le consentement, ça devient juridiquement très complexe. Quand il s'agit de coercition, de viol, là, bien sûr, il ne faut pas de nouvelles lois pour faire. Donc là, on est dans un débat qui n'est pas très, très facile et où des sociétés différentes ont des accents différents dans la protection de l'individu ou la protection de la société ou de l'autre. Voilà quelques réflexions sur ces questions des droits de l'homme et où le message le plus important pour moi, c'est que oui, relation très intense entre les droits de l'homme, les injustices et le sida, mais aussi le sida est un exemple où on a retourné la catastrophe en quelque chose de positif, comme on l'a vu pour l'accès au traitement, mais aussi pour des questions des droits de l'homme. La semaine prochaine, non, dans 2 semaines, je serai de retour. La semaine prochaine, je ne suis pas là. Je vais parler des approches à long terme, les perspectives à long terme. Le sida n'est pas terminé. Quid du sida dans 15 ans, dans 20 ans? Comment est-ce qu'on va pouvoir assurer le traitement à des millions de gens? Qui va payer ça? Est-ce qu'on aura le leadership politique, etc. Donc là, on aura une discussion de cet aspect-là. Merci beaucoup et si vous avez des questions... Voilà.